Vous aussi du côté du CUDIS sur cet appel du président de la République? C'est un appel que nous avons souhaité, auquel nous avons appelé depuis de longs mois maintenant, étant donné la tension qui règne dans le pays, étant donné les incertitudes du contexte national, très inflammable comme on le sait, avec toutes les contraintes qui pèsent sur les populations, mais aussi avec toutes les contraintes et les incertitudes du contexte régional et international. Nous avons toujours pensé que on ne doit pas rester autant de temps sans dialoguer entre les acteurs de la nation en général, notamment entre les acteurs politiques, puisque c'est eux qui soit dirigent le pays ou veulent le diriger. Donc il est très important que régulièrement ces dialogues aient lieu. On a vu que c'est quand même après beaucoup d'appels, notamment de nos guides religieux durant le Ramadan et le Carême, et aussi avec l'appui de la société civile classique. Donc tous les acteurs souhaitaient ce dialogue, je le crois, et en général avec les acteurs politiques, quand ils y voient leur intérêt, tous, c'est plus facile de l'accepter, de le faire accepter. Et donc nous nous en réjouissons. Alors il y a le PDS qui a quand même donné son accord, mais avec des préalables. Khalifa Ababacar Sall également, on sait quand même lire entre les lignes, il a donné son accord. Sauf que Sonko, qui vient de donner une conférence de presse, a pratiquement rejeté ce dialogue parce qu'il a fait état des autres dialogues qui se sont tenus, ceux de 2016, de 2019 et 2021 ou autres, je ne retiens plus les dates, mais il demande quand même à ce que les décisions ou bien ce que le chef de l'État avait promis n'ont pas été respectés, les points d'accord et autres. Pourquoi alors dialoguer sur les mêmes points? Il a posé... Ça, c'est un argument que je peux entendre, puisque moi-même, j'ai assisté à l'ouverture du premier dialogue au Palais en 2016. J'ai également assisté au dialogue national qui a eu lieu en 2019. J'ai participé à une ou deux commissions. Il y avait du travail pendant des semaines avec la mobilisation de personnalités très importantes, remarquables de ce pays, qui ont mis leur expertise dans des paniers autour de thématiques d'enjeux très importants pour notre pays. Et finalement, cela aboutit à quelques accords politiques. C'est vrai, il y en avait beaucoup, 25. Mais on a vu quand même qu'il y a encore eu des désaccords. Mais surtout, depuis lors, le contexte a vraiment changé. Depuis 2019, on a vu tout ce qui s'est passé en mars 2019, d'abord avec la crise violente, presque inédite que nous avons connue en mars 2021. 14 morts. Il y a eu effectivement les élections locales, les élections législatives, qui ont également été émaillées de violence malgré tous nos efforts. Et à la suite de ça, je pense que c'est complètement naturel, complètement logique qu'il y ait une ouverture au dialogue pour rediscuter sur les règles du jeu et que ça ne se termine pas comme les autres dialogues, c'est-à-dire qu'on choisisse 2 ou 3 choses que le président de la République accepte de faire et que tout le reste soit mis dans les oubliettes. Je pense que sous ce rapport-là, on peut, avec Sonko, espérer, en tout cas, que cette fois-ci, ce sera très inclusif en termes de participation, mais aussi très inclusif en termes d'enjeux abordés, et que ça nous permette véritablement un apaisement définitif du pays et surtout un apaisement durable. C'est-à-dire que même après les élections de 2024, que le Sénégal ne puisse plus connaître des soubresauts réguliers liés à des disputes politiciennes et que ça soit aussi inclusif de tous les acteurs de la nation, parce qu'on dit les forces vives de la nation. Est-ce qu'on n'est pas en train de s'éloigner de cette inclusivité parce que déjà on n'entend que les acteurs politiques, et est-ce qu'un dialogue sans Sonko quand même peut prospérer, un dialogue politique?
Je pense que, en tout cas personnellement, je suis là, aussi au nom du QDIS, et aussi un peu au nom des citoyens, pour demander cela. Demander que ça ne soit pas, encore une fois, un dialogue politicien. Que ça implique toutes les forces vives de notre nation, qui ont aussi leur mot à dire sur le présent et l'avenir du pays. Et qui peuvent également, non seulement arbitrer ce dialogue pour qu'il soit productif, fécond, qu'il soit dans le sens de l'intérêt général, mais qu'il puisse aussi en garantir le respect des engagements. Mais est-ce que ce ne sera pas un dialogue de plus? Parce qu'on avait quand même lancé le 28 mai comme journée, on avait institutionnalisé déjà, mais depuis le lancement, plus rien. Est-ce que ce n'est pas encore un dialogue de plus pour régler quelques cas? Binta, tout ça, ce sont des éléments effectivement qui peuvent être reprochés à la classe politique ou à l'organisateur en chef qui est le président de la République. Mais pour moi, le plus important aujourd'hui, dans le contexte actuel, si on lit le contexte actuel, le plus important, et nous l'avions tous souhaité et demandé, c'est qu'il y ait un dialogue. Maintenant, le format du dialogue, le contenu du dialogue, l'après-dialogue, on peut toujours revenir là-dessus. Qu'est-ce que ça va donner? Quels sont les enjeux qui vont y être abordés? Tout ça, on va revenir là-dessus. Mais justement, c'est ça où le bas blesse, parce que le président n'a pas donné les termes de référence. L'opposition réunie autour, ou même toutes les personnalités réunies autour dans le F24, posent déjà des préalables. Est-ce que nous Pour moi, c'est normal dans le cadre d'une proposition de dialogue. Le président de la République a dit qu'il va poser des jalons. Donc c'est normal que chaque acteur qui espère participer au dialogue, et même ceux qui le rejettent, puissent dire « moi je le rejette parce que ceci, parce que cela ». C'est une manière d'intervenir dans le dialogue et de dire il faut que ça implique ceci, ça implique cela. Et donc, je veux qu'on reste positif, qu'on reste ouvert sur le fait que le plus important, c'est de dialoguer. Parce que le dialogue a une profondeur historique dans notre pays. Vous savez, même entre les royaumes, quand il y avait des guerres, à la fin des guerres, les gens s'asseyaient. Parfois, on donnait une épouse à tel autre camp, on donnait des ressources foncières à tel autre camp. C'est un élément qui fait partie de l'ADN du Sénégalais. Et le dialogue, il peut être préventif. Il ne l'a pas été cette fois-ci parce que nous avons quand même connu depuis un an et demi, beaucoup de soubresauts. On aurait pu l'éviter. Maintenant qu'on est au milieu du gué, il est important pour sortir, pour traverser le fleuve assez difficile que nous sommes en train de traverser, qui est un dialogue, une entente sur un certain nombre d'éléments. Oui. Alors, est-ce qu'on peut, dans ces conditions, on vient d'écouter Ousmane Sonko sur pratiquement 3 heures de temps, qui a réitéré son œil pour œil, dent pour dent. Aujourd'hui, il a dit qu'il démarre une campagne de désobéissance civile à l'encontre de la justice. Il a appelé les jeunes à débarquer sur Dakar le 8 et le 16. Est-ce que dans ces conditions, quand même, on peut sereinement dialoguer? Moi, je pense qu'on peut dialoguer tout en continuant à mener des activités politiques. Mais des activités politiques pacifiques, des activités politiques qui ne sortent pas des règles édictées par la République. Dans cela, je pense que lui, comme le président de la République, qui va aussi faire une tournée bientôt, etc. Tout le monde va continuer ses activités politiques parce que ça s'inscrit dans le cadre d'un calendrier qui va se terminer jusqu'en 2024. Donc les activités politiques vont continuer. Mais pour que justement les prochaines compétitions puissent se dérouler de manière apaisée, de manière sereine, sur la base d'accords communs, et même quand les gens disent deal, oui, deal, ça veut dire accord en anglais. Donc, il faut qu'on apprenne à faire des compromis. Et on ne peut pas le faire en se regardant en chien de faïence. On ne peut le faire qu'en se mettant autour d'une table. Et pour moi cette fois-ci, même le format doit être revu. Parce que la dernière fois,
c'est quand même toute une journée, on donne la parole aux gens, chacun vient, dit ce qui l'intéresse, et à la fin du dialogue, disons de la discussion, le président fait des conclusions. Après, il n'y a pas de mécanisme de contrôle ou de suivi pour la mise en œuvre concrète des décisions qui vont être prises. Et pour moi, c'est dans le format, dans la méthode, dans le contenu, comme dans les acteurs qui vont y participer, il faut vraiment commencer à y travailler parce que je reste optimiste sur le fait que ce dialogue aura lieu parce que mais il y a eu le dialogue dirigé par Famara Ibrahima Sagna, le dialogue national, mais finalement on ne sait pas sur quoi ce dialogue a débouché. Je souhaiterais, puisque vous me permettez de rebondir là-dessus, que toutes les conclusions de ce dialogue-là, qui a été mené en 2019, avec l'autorité d'une grande personnalité, et aussi avec des gens qui dirigeaient les commissions, qui avaient une certaine valeur. Les contenus, j'en ai une petite idée. Je sais qu'il y avait beaucoup de propositions très intéressantes qui peuvent être importantes pour l'avenir du pays. Il faut que les éléments de ce dialogue, le contenu, les résultats de ce dialogue de 2019 soient versés dans le dialogue d'aujourd'hui. Pour justement permettre à ce que le temps qui est donné à ce dialogue, qui est beaucoup plus court, puisse être mis à profit pour aboutir à des conclusions importantes, fédératrices, mais surtout qu'on sache que rien ne vaut le combat ensemble pour l'unité du pays. Je suis sûr qu'il y aura des convergences très importantes sur les questions de souveraineté, souveraineté alimentaire, souveraineté économique en général, mais aussi souveraineté sécuritaire, souveraineté numérique, souveraineté conceptuelle en général. Il y a beaucoup de choses possibles. On doit aussi se mettre d'accord sur le fait qu'on doit refonder notre pays sur de nouvelles bases, refonder ses institutions, pour que les Sénégalais se reconnaissent beaucoup plus dans ces institutions, refonder notre système éducatif pour non seulement l'adapter à notre passé, mais aussi l'adapter à la révolution de l'intelligence artificielle que nous voyons poindre et pour laquelle nous ne sommes pas du tout préparés. Mais on ne discute jamais de ces questions-là. Et pour moi, ce dialogue-là doit permettre déjà d'avoir un certain nombre d'accords sur ces questions, et cela ne peut se faire que si toutes les forces vives, et là j'insiste là-dessus, les forces vives de la nation, c'est le président de la République lui-même qui l'a dit, il faut que ça soit avec toutes les forces vives. Que ça soit pas. Mais sauf qu'on sait que ce pays est pris en otage par les politiques. Aujourd'hui, on a vu hier Sonko dans son écoute qui a été encore gazé. Dès qu'il sort, on s'attaque à lui quand même, à son cortège. Ça également, c'est pas une chose que l'on doit laisser prospérer. On doit le laisser, c'est un acteur politique. Si on est comme tous les autres acteurs politiques dans ce pays, mais on a comme l'impression qu'on cible souvent la personne de Ousmane Sonko ou même son cortège. Et ce n'est pas normal. Oui, je crois que ce sont des choses condamnables, le fait de s'attaquer à des acteurs politiques qui sont dans des activités politiques. Maintenant, comme je ne connais pas les détails, je ne voudrais pas trop m'épancher là-dessus. Ce que je voudrais faire, c'est rappeler encore une fois tous les acteurs politiques à la sérénité, les appeler au sens de l'intérêt général, et surtout encourager le fait qu'ils s'asseyent autour d'une table. Parce qu'autour d'une table, entre Sénégalais, malgré tous les problèmes, on peut toujours trouver des solutions. Et ces solutions seront profitables à tous, politiquement, même pour les prochaines compétitions électorales, mais aussi ces solutions peuvent être profitables pour les Sénégalais. Parce que je pense que fondamentalement, le dialogue, il doit être fait dans l'intérêt des Sénégalais. Oui, absolument. Je ne voudrais pas qu'il y ait des compromis qui ne seraient pas, qui seraient contre l'intérêt du Sénégal. Donc, mais tout ça, ça peut se discuter autour d'une table. Et je suis sûr que malgré tout ce qui se dit, la plupart des acteurs politiques sont favorables à ce dialogue.
puisque évidemment quand on parle des questions électorales, ça va les intéresser. Tout le monde veut qu'on revoie la question du parrainage. Tout le monde veut qu'on discute sur la question du fichier électoral, des inscriptions sur les listes électorales. C'est de l'intérêt de tout le monde. Donc il y a des questions qui feront l'objet de convergences fortes. J'en suis persuadé. Évidemment, il y aura des désaccords. Et sur ces désaccords-là, on essaiera de construire des convergences et pour que justement ce dialogue serve à sortir de cette crise, parce que quand même nous commençons à durer dans cette crise-là. Ça fait presque au moins 2 ans que le Sénégal est perturbé et que les acteurs politiques sont souvent en bisbille, en conflit. Il y a beaucoup de conflictualité. Donc, pour sortir de ça, rien ne vaut un dialogue entre Sénégalais. Je suis sûr que ce dialogue produira quelque chose. Mais parmi ces convergences-là, il y en a, par exemple, les amnisties pour Karim Wade et Khalifa Ababacar Sall ne font pas l'objet d'une convergence de vue. Beaucoup aussi ont dit qu'ils ne veulent pas qu'on y glisse d'autres faits. Alors, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la bonne stratégie, la bonne méthode, c'est l'amnistie ou revoir les articles L29 ou L30 du Code électoral? Moi, je suis pour la solution que les acteurs ont discuté, sur laquelle ils ont trouvé un accord. Quelle que soit la formule, il faut qu'on aboutisse à une ouverture. Je pense que le président de la République nous avait promis, quand nous étions passés le voir il y a 1 an et demi, de poser des actes forts dans le sens de l'apaisement. C'est pour ça qu'il avait proposé une amnistie. Maintenant, quelle que soit la forme, que ce soit l'amnistie ou la réforme de la loi électorale, le plus important, c'est que des acteurs politiques qui ont été condamnés, certains diront de manière juste ou de manière injuste, mais nous sommes entre Sénégalais et donc ils sont représentatifs de quelque chose. On doit pouvoir discuter de la manière par laquelle on les réintègre dans le jeu politique. Quelle que soit la formule, moi, ce qui m'intéresse, c'est la paix. Alors, la paix également, c'est vrai, tout le monde est intéressé par la paix, mais comment aujourd'hui les acteurs politiques peuvent discuter alors qu'ils ne se font pas confiance? Est-ce qu'on n'a pas mis la charrue avant les bœufs? Moi, je ne comprends pas qu'on pose des préalables. C'est-à-dire la confiance va revenir si le dialogue est sincère, si le dialogue est inclusif et si on décide de faire quelque chose à la suite de ce dialogue, que cette chose-là soit réalisée. Pour moi, c'est ça qui va faire revenir la confiance entre acteurs. C'est ça qui va faire revenir la confiance par rapport aux règles du jeu. Et c'est ça qui va être déterminant pour qu'on arrive au 25 février. C'est mon jour d'anniversaire. J'espère que ce sera un anniversaire très pacifique. Absolument. Où on va avoir un président de la République qui est, disons, félicité par son adversaire. C'est la tradition sénégalaise depuis quelques décennies. J'étais pessimiste sur le fait que cette fois-ci, on n'irait pas à cela. Avec un dialogue comme celui-ci, je suis sûr qu'on peut avoir une sérénité telle que les élections se passent normalement et que les résultats soient acceptés de tout le monde. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les acteurs politiques ou bien le camp de l'opposition pensent que le président de la République n'a aucun respect pour son opposition? Quand on l'entendait quand même dire comment ici, on l'a entendu sur la RFM. Et également, ça aussi, ça pose problème. Oui, mais ça, encore une fois, ça, c'est les détails. Pour moi, le plus important, c'est l'appel au dialogue qu'il a lancé. Les débuts de réponse que j'ai entendus de la part de certains hommes politiques me rassurent sur le fait qu'on aura au moins 2 partis, ou 3, ou 4, ou 5. J'espère que ce sera très inclusif, mais qu'il y aura au moins une discussion franche, sincère. Cette discussion est mieux que le face-à-face, le front contre front que nous avons observé depuis 2 ans. Donc
rien ne vaut le dialogue. Pour moi, la confiance, elle reviendra si le dialogue donne des résultats concluants et que ces résultats-là fassent l'objet d'une mise en œuvre et d'un suivi. C'est ça qui va ramener la confiance, mais ce serait catastrophique si on arrivait aux élections avec l'ambiance actuelle, qui est une ambiance très, très tendue, absolument, comme vous l'avez décrit tout à l'heure. On ne doit pas arriver aux élections avec une ambiance comme celle-là. C'est d'ailleurs pour ça que nous avions proposé, avant les élections locales, une sorte d'entente, une sorte de contrat que les uns et les autres pourraient signer pour dire ok, on va en compétition, mais quelle que soit la compétition, on bannit la violence. Évidemment, tout le monde ne l'a pas signé, mais tout le monde en a tenu compte. Et je pense que ça a permis un peu d'apaiser les dernières élections, parce que les résultats des élections locales et des élections législatives ont été acceptés. Et souvent on dit ah, tout ça pour ça. Et je pense que cette fois-ci également, avec tous les conflits que nous avons connus, nous aurons tout ça pour ça, parce que effectivement les acteurs politiques sénégalais nous ont habitués, quand on est au bord du précipice, quand on est dans des situations très tendues, qu'ils puissent avoir un sursaut. Parce que justement, mais quand on entend Khalifa Ababacar Sall dire quand même qu'il faut dialoguer, on peut même poser la question du troisième mandat du président au sein du dialogue, et qu'on entend aujourd'hui Sonko dire il ne faut pas y aller. Ceux qui iront à l'appel cautionneront la troisième candidature du président Macky Sall. Est-ce que quand on entend tout cela, ça ne risque pas d'imploser l'opposition? Absolument pas. À mon avis, chacun d'entre eux peut avoir une position à l'entrée dans le dialogue. Évidemment, les gens de l'opposition n'ont pas toujours les mêmes intérêts. Ils ont peut-être des intérêts convergents, mais ils n'ont pas toujours les mêmes intérêts. Ce qui est normal, on est dans une pluralité. Mais le plus important, c'est que, et ça j'en suis sûr, même ceux qui vont y aller vont porter l'étendard de ceux qui ne vont pas y aller, de même que leurs revendications. Et ça garantit le fait que les problèmes qui sont posés par les autres vont être discutés dans le cadre de ce dialogue. Et pour moi, c'est ça l'essentiel. Alors, je vais vous laisser partir vous reposer, parce que demain, vous allez à le Forum mondial sur l'économie solidaire et sociale. Vous faites partie du comité scientifique. Oui, tout à fait. C'est un événement très important pour le Sénégal, co-organisé à la fois par la mairie de Dakar et l'État du Sénégal. C'est pas souvent le cas. Absolument. Et c'est un enjeu très très important que nous devons réussir. En tout cas, l'IPAR, qui a fait partie du comité scientifique avec plusieurs membres, se réjouit de voir enfin ce sommet se tenir et considère également que les résultats vont être très profitables pour notre pays, parce que nous allons discuter de l'économie informelle, la manière par laquelle cette économie peut être valorisée et devenir une économie sociale et solidaire qui peut représenter un autre modèle de développement pour notre pays et dans l'intérêt des populations, puisque c'est un secteur qui regroupe, qui produit 90% des emplois au Sénégal, et c'est très profitable donc pour les jeunes pour lesquels tout le monde se bat. Justement, ça c'est un élément important de convergence là aussi, et donc nous nous réjouissons et nous invitons tout le monde à ce forum. Merci beaucoup, Dr Cheikh Gueye. Je vous en prie. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du cadre unitaire de l'islam